Alors, bonsoir tout le monde. Euh, Rochelle m'avait dit que je pouvais préparer des PowerPoint slides pour ma présentation, mais en fait, je n'ai pas ressenti le besoin parce que la maladie de Crohn, c'est quelque chose que je connais bien, donc c'est pas quelque chose que j'ai besoin de préparer pour discuter avec vous ce soir. Aussi, ne pas avoir de PowerPoint vous permet d'écouter le match de hockey, de regarder le match de hockey pendant que vous m'écoutez faire ma présentation ce soir. Donc, un petit peu mon parcours et c'est vraiment important, je pense, pour la présentation de ce soir. J'ai eu mon diagnostic que j'allais avoir 11 ans dans une région rurale au Nouveau-Brunswick. Donc, mon parcours avec la maladie de Crohn, on passe de l'enfance à l'adolescence, à la vie de jeune adulte, à la vie d'adulte. J'ai maintenant 44 ans aujourd'hui. Ce que ça ressent, le vécu pendant mon enfance, écoutez, vous connaissez bien ou peut-être moins bien les symptômes de la maladie de Crohn, mais ça a un impact important sur la qualité de vie des personnes. Et pour un enfant, ça a été extrêmement difficile. Au niveau de l'enfance, c'est les parents qui prennent les décisions pour les enfants. Donc, tout ce qui est examens médicaux, la diète, la médication, tu as moins de, disons, choix à faire. C'est tes parents qui s'en occupent. À ce moment-là, bien sûr, manquer beaucoup d'école quand on ne se sent pas bien. Donc, ça a été difficile pour le parcours scolaire. Ce que je trouve important aussi, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'étais l'une des plus jeunes personnes avec un diagnostic de maladie de Crohn dans cette région-là du Nouveau-Brunswick. C'était vraiment la majorité des personnes, c'est des personnes âgées. Donc, en termes, je me souviens d'être allée à des meetings euh, pour les personnes souffrant de la maladie, mais ça ne me représentait pas du tout parce que j'étais assise dans une salle avec des gens dans la soixantaine, par exemple. Au niveau de l'adolescence, c'est là que ça a été plus difficile, je vous dirais, pour moi, parce qu'avec un diagnostic à l'âge de 11 ans, avec une prise de corticostéroïdes importante, ça a eu un effet sur ma puberté. Les symptômes aussi étaient beaucoup plus importants pendant l'adolescence. L'adolescence, on se dit qu'il est déjà une période assez difficile pour une personne qui n'a pas de maladie. Donc, imaginez quand on souffre d'une maladie chronique avec des douleurs importantes, avec le besoin d'aller à la salle de bain fréquemment, avec une diète et les premiers parties, l'alcool, même si on n'a pas l'âge. Tout ça a été vraiment bouleversé dans mon cas. Ça n'a pas été une adolescence, comme on dit, disons, normale. C'est vrai que ça a été difficile quand les gens, par exemple, avaient leur premier party ou sortaient avec des gars pour la première fois. Ben moi, j'étais hospitalisée, par exemple. Quand les gens allaient dans des restos, des sorties au cinéma, moi, je me sentais pas bien, je restais à la maison. Tout ce qui est diète aussi était difficile parce que dans un contexte social, tu veux manger du popcorn quand tu vas au cinéma, tu veux manger certains aliments avec tes amis, mais à ce moment-là, la diète ne te le permet pas. Et à cette étape-là aussi où l'enfance, les parents prennent les décisions. L'adolescence, ben, est-ce que je prenais toujours mes médicaments au bon moment? Peut-être que non. Au niveau de la vie de jeunes adultes, encore là, mais là, il y a le parcours aussi de gastro-entérologue pédiatrique dans un hôpital pédiatrique à gastro-entérologue pour adultes. Donc, il y a eu un changement de soins à ce moment-là.
Et c'est vraiment pour un jeune adulte de prendre ses responsabilités. Là, tu deviens responsable de tes rendez-vous, d'aller chercher tes médicaments à la pharmacie, de suivre ta diète du mieux que tu peux. Ce qui m'amène maintenant à la vie adulte aujourd'hui. Écoutez, c'est vraiment possible avec les nouveaux médicaments. Et quand je dis nouveaux médicaments, moi en particulier, c'est l'infliximab, qui est Remicade, que j'ai commencé en 2007. Ça a eu un effet immédiat, vraiment immédiat, sinon miraculeux, sur mes symptômes. Donc, ça m'a permis de terminer mon baccalauréat en droit. Ça m'a permis de trouver un travail à temps plein. Je suis maman d'un garçon de 10 ans. Et ça, c'est quelque chose que j'avais discuté avec mon gastroentérologue quand j'ai voulu tomber enceinte. Premièrement, on n'était pas certain que j'allais pouvoir avoir un enfant à cause du délai de puberté dans l'adolescence. Mais finalement, ça s'est bien passé. On a eu une discussion de la médication pendant la grossesse. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Et je suis aussi une épouse. Je suis capable de faire des voyages. Mais c'est sûr que la maladie de Crohn a toujours un impact dans la vie, mais il faut que en anglais, on dirait make the most of it. Il faut vraiment que tu profites de la vie, mais la réalité, c'est que ta vie est un peu différente. Donc, tout ce qui est salle de bain à proximité, même si ma maladie de Crohn est bien contrôlée, il y a peut-être une composante maintenant qui serait syndrome du côlon irritable. Donc, vraiment, le besoin d'aller à la salle de bain fréquemment. Il y a toujours des médicaments que je dois prendre. Je suis plus sensible à tout ce qui est des genres de virus, des stomach bugs, gastro. Ça me dérange beaucoup. La COVID m'a beaucoup fait peur à cause que je suis immunosupprimée aussi avec la prise du Remicade. Donc, ce n'est pas terminé, mais on est capable d'avoir une vie pleine et entière, même si on souffre de maladie de Crohn. Et je trouve que depuis mon diagnostic jusqu'à aujourd'hui, les traitements médicaux se sont beaucoup, beaucoup améliorés et que ça améliore par le fait même la qualité de vie des personnes qui souffrent d'une maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Alors, je pense que ça va pour moi. Roshane, I don't know if you want to continue with a next speaker. Oh, perfect. Thank you. Thank you so much, Jessica. Is there some issues with people that couldn't switch to English or? Yeah, we're trying to help troubleshoot that in the chat. Because I could speak a bit in English if you want, or? Sure. Okay. So just briefly in English, I explained the different phases of life for me being diagnosed as a child. So I went through adolescence, then a young adult, and today an adult. I'm now 44 years old. When you're a child diagnosed with Crohn's disease, you don't really understand what's going on. You feel the pain, that's for sure, and you have to go to the bathroom, but really the responsibility kind of falls on your parents to make the best decisions for you, and on your parents to make sure that you go, make doctor's appointments, go to them, take your medication, get the medication in the pharmacy, go to medical exams. But that changes during adolescence, where there's more responsibility on you to take your medication, to follow your diet, which is not always easy when faced with social situations. Adolescence is tends to be kind of a hard part for everyone. So it is especially for someone who suffers from this type of disease, which brings us to young adulthood. And then you switch from a pediatric gastroenterologist to a regular adult gastroenterologist. And then
managing your disease really becomes your responsibility, where you need to advocate for your care. You need to take care of appointments, medication, and your life will be different. That's for sure. But there's still hope, and with new medication, since my diagnosis, I think that's something that's really, really made progress with the medication, because I've been taking Remicade since 2007, and it's changed my life completely. I've been able to finish law school, to work full time. I got married, and I have a 10-year-old son. So my life is not, it's not perfect. Crohn's is in remission, but there's still a lot of issues, such as using the bathroom quite frequently. I'm more susceptible to viruses or stomach bugs, tiredness. I have a lot of medical appointments, but I think, the different stages of life, I'm happy to be where I'm at, and I think it is important to enjoy life to the fullest, even though you suffer from one of these diseases. Thank you so much, Jessica. Thank you. I know we had spoken previously, so I had heard your experience then, and I knew you would be extremely impactful for today's talk. So thank you again for sharing your experience, and I'm sure it resonated with a lot of individuals here. Now we will move on to understanding IBD through the different stages from a clinical perspective with Dr. John Chu. The thank you slide. So Dr. John Chu is a pediatric gastroenterologist and researcher at St. Justine Hospital. He's also an associate professor at the University of Montreal. He obtained his medical degree in pediatric gastroenterology in France before pursuing a PhD focusing on the risk factors for IBD. His academic and clinical work combines research, patient care, and teaching with the goal of improving IBD care for children with chronic gastrointestinal diseases. Dr. John Chu is also a remarkable medical communicator and has over 500,000 followers on social media, where he uses innovative digital formats to make complex medical topics accessible to everyone and raises awareness about health and prevention. So again, thank you, Dr. John Chu, for being with us today. I'm very excited for you to share your expertise with us. Now I will pass on I'll pass it on to Dr. John Chu. So please take it away. I'll also stop sharing my slides. Oh, perfect. And also for the interpreters, Dr. John Chu will be talking in French. So please switch to English. Thank you. Thank you so much for the warm introduction. I would like to say thank you to my English speaker, but I will speak in French. Bonjour, merci beaucoup à tout le monde. Je suis très flatté d'être aujourd'hui ici parmi vous. Je vais d'abord saluer et remercier Jessica pour son témoignage, parce qu'en tant que gastro-entérologue pédiatre, elle a abordé toute la pédiatrie dans son parcours. On reviendra dessus et c'est toujours intéressant de voir ce que deviennent les patients qu'on a suivis pendant quelques années. Et merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler des maladies inflammatoires de l'intestin. J'ai prévu plusieurs diapositives et je pense qu'il y aura une session de questions à la fin. C'est toujours important de revenir sur les bases parce qu'on a toujours des enjeux de compréhension. Parmi ceux qui sont dans la salle, il y a des personnes atteintes de la maladie, mais il y a peut-être aussi des proches, des pères aidants, des soignants. Et c'est toujours important de revenir sur des concepts pour bien nuancer la maladie inflammatoire, Crohn, colite ulcéreuse ou colite indéterminée, colite inclassée, bien la distinguer de côlon irritable ou colite microscopique, qui sont aussi d'autres troubles digestifs qu'on observe et qui sont fréquents à travers les âges. Donc, ce sont des maladies qui sont très fréquentes à l'échelle du Canada. On a énormément de patients qui souffrent de ces maladies et ce sont des maladies pour lesquelles on estime, par exemple, qu'en 2035, 470 000 Canadiens souffriront de cette maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré dans des analyses et publié récemment
dans le rapport qui a été fait à l'échelle du Canada. Donc, 11 000 personnes diagnostiquées en 2023, ça fait une toutes les 48 minutes. Et en 2035, ça sera une personne toutes les 38 minutes. Donc, tous ces enjeux sont importants parce que ce sont des maladies chroniques qui évoluent avec des phases de poussée et des phases de rémission. Donc, le but de la prise en charge médicale, c'est minimiser au maximum ces phases de poussée et ramener les patients dans un confort de vie à travers les parcours qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour structurer les choses, souvent on dit la vie, par quel bout on la prend. On peut prendre la vie par la fin, parfois par le début. Donc, je me suis dit, je vais me positionner un peu au milieu. Je vais me positionner au moment où la jeune femme enceinte veut avoir des enfants et elle a une maladie inflammatoire. Et ensuite, je vais nous ramener vers l'enfance. Et ensuite, on va passer à travers l'adolescence et puis traverser la vie adulte pour terminer vers la vie des personnes âgées, donc le troisième âge. Donc, c'est un petit voyage qu'on va faire ensemble et ça va être important de voir les enjeux et les défis de chaque étape. Par exemple, lors de la période de la grossesse et l'accouchement, la première chose qui vient en tête, c'est comment traverser une grossesse la plus sécuritaire pour la maman, mais aussi pour le bébé. Et tout ça passe par une planification, donc une planification qui est importante. On va le voir tout à l'heure. On va parler aussi des médicaments, donc la question de toxicité. En tant que pédiatre, on est toujours très alerte sur l'importance de ne pas nuire au bébé, au fœtus. Et il y a énormément de choses que la recherche a permis de comprendre sur les mécanismes de toxicologie fœtale. On parlera aussi de l'importance du suivi conjoint et puis les enjeux autour de l'accouchement, la naissance. Donc, une des choses qui est actuellement bien établie, c'est que les femmes avec maladie de Crohn ont un taux de fertilité comparable avec d'autres femmes. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que lorsqu'on soigne les patients et qu'on les aide à grandir, et souvent, c'est une question qui arrive à la puberté, les jeunes filles, est-ce que j'aurai des enfants? Donc, la maladie bien contrôlée n'affecte généralement pas la fertilité. C'est sûr que la maladie active peut entraîner de l'inflammation et avoir des impacts sur la capacité à procréer. Il y a aussi des enjeux parfois de certains médicaments, comme par exemple la sulfasalazine, qui peut temporairement réduire la fertilité, surtout chez les hommes en particulier. Et puis, il y a aussi les enjeux autour de tout ce qui est anatomique. Par exemple, une chirurgie dans le pelvile peut impacter la possibilité pour une femme d'avoir une fertilité idéale, surtout s'il y a une atteinte au niveau des trompes, par exemple. Donc, c'est certain que cet enjeu-là est important. Donc, rassurer les futures mères que la possibilité d'avoir une grossesse est à peu près comparable à des femmes qui n'ont pas une maladie inflammatoire, mais les rassurer tout en les amenant dans une dynamique de dire qu'il faut planifier. Donc, planifier pour permettre d'avoir une maladie bien contrôlée. Donc, l'idéal dans une grossesse bien suivie, c'est d'avoir au moins 3 à 6 mois de rémission. Et dans cette phase de préparation, c'est important d'ajuster les traitements. Parce qu'avec les recherches qui ont été faites récemment, on s'est rendu compte que la majorité des médicaments actuels sont compatibles avec la conception et la grossesse. Il y a certains ajustements qui peuvent être nécessaires, mais généralement, il y a très peu qui ont besoin d'être arrêtés. Donc, lorsqu'on parle de grossesse, c'est aussi tout un voyage, hein. C'est un moment de la vie important avec différentes étapes. Le premier trimestre, par exemple, donc c'est une période où on va évaluer l'activité de la maladie. Il y a des supplémentations à faire, comme pour d'autres femmes, notamment l'acide folique, les vitamines. Et le deuxième trimestre, c'est un suivi un peu plus rapproché avec des consultations un peu plus proches. Et l'état nutritionnel, c'est important aussi puisque ça impacte directement l'état du bébé. Puis finalement, le troisième trimestre, la préparation à l'accouchement, discussion sur le mode d'accouchement en fonction de l'état de la maladie, mais aussi si jamais il y a une atteinte périnéale, comment s'organiser. Donc, la plupart du temps, les femmes avec maladie inflammatoire peuvent accoucher de façon physiologique par voie basse, naturelle, mais certains enjeux peuvent faire en sorte qu'il y ait un choix, notamment des enjeux obstétricaux pour, par exemple, une césarienne. Alors, lorsqu'on parle de toutes ces étapes, on parle d'une maladie qui a besoin d'être contrôlée. Donc, on n'arrête pas les traitements parce qu'on est enceinte.
on maintient des traitements pour garder une rémission. Parce qu'une maladie active a plus de chances d'avoir des impacts sur le bébé. Quand on parle d'impact sur le bébé, c'est la prématurité, le faible poids des naissances. Une maladie en rémission, ça permet d'avoir une grossesse assez bien suivie. Donc, avoir ce choix-là, c'est aussi prendre en compte la nocivité des médicaments. Donc, pour pouvoir prendre en compte, il faut effectivement choisir des médicaments sûrs. Et la plupart des médicaments qui existent sont assez sécuritaires. Si on fait un petit parcours sur les médicaments qui sont utilisés, les aminosalicylés, donc 5-ASA, souvent utilisés dans la colite ulcéreuse, sont efficaces pour cette maladie et un peu moins pour la maladie de Crohn, mais sont sécuritaires pendant la grossesse. Donc, ce sont des médicaments qui n'impactent pas le fœtus. Les corticostéroïdes, c'est des médicaments utilisés pour traiter les poussées de maladies. Jessica en a parlé tout à l'heure. Ce sont des médicaments qu'on essaie d'éviter. Donc, c'est vraiment uniquement en cas de poussée. Ce n'est pas des traitements de fond. Et c'est des médicaments qui peuvent avoir certains risques potentiels, mais lorsqu'une maladie est active, c'est possible à ce moment-là de traiter la maladie active. Mais en général, on essaie d'éviter qu'il y ait de l'activité de la maladie pendant la grossesse. Ensuite, il y a les immunosuppresseurs qui sont utilisés pour la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Tout ce qui concerne les thiopurines, comme azathioprine, cismercaptopurine ou le méthotrexate, ce sont des médicaments qui peuvent être utilisés, mais le méthotrexate est à éviter absolument pendant la grossesse, surtout en lien avec son risque de donner chez les bébés des malformations. Donc, on parle d'un potentiel tératogène, donc risque de malformation chez le bébé. L'autre famille de médicaments dont a parlé aussi Jessica, les anti-TNF-alpha, qui on est maintenant avec plus de 20 ans de recul sur l'utilisation de ces médicaments. Donc, il y a plusieurs noms, il y a même des biosimilaires de ces médicaments. Ça peut être en perfusion ou en injection sous-cutanée. Et c'est des médicaments qui sont sûrs pendant la grossesse. Au début, au premier trimestre, c'est utilisé sans problème. Au deuxième trimestre, c'est poursuivi. Pour le troisième trimestre, une des préoccupations qui était posée, c'est la possibilité de passage à travers le placenta et donc d'affecter le système immunitaire. Et il y avait une grande précaution par rapport à ce qu'un bébé peut développer comme problème de santé. Et les choses évoluent, on devient de plus en plus rassuré. Je vais vous présenter tout à l'heure une des choses qui a été récemment publiée concernant la possibilité chez le bébé qui est né de mère sous anti-TNF-alpha d'avoir une immunisation vaccinale normale. Donc, dans ces familles-là, infliximab, adalimumab, golimumab, donc ce sont des médicaments qui sont très efficaces pour le maintien de la maladie en rémission. Il y a des nouvelles biothérapies depuis quelques années, comme l'ustekinumab, le risankizumab, le vedolizumab. Donc, l'ustekinumab et le vedolizumab sont assez sécuritaires pendant la grossesse, de plus en plus utilisés. Par contre, les petites molécules qui sont encore plus récentes, notamment celles qui se terminent par IB, donc si vous voyez un médicament avec le nom biologique qui se termine par IB, donc ce sont des inhibiteurs de Janus kinase, c'est une famille de médicaments qui se prend par la bouche, ça agit comme des clés au niveau des médiateurs de l'immunité. Et ce sont des médicaments qui sont efficaces pour le traitement de la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Mais pendant la grossesse, il y a moins de données de par le caractère récent de leur utilisation. Et ce sont des médicaments pour lesquels il faut vraiment peser la balance entre une maladie active chez quelqu'un qui a échoué à d'autres médicaments et le risque de donner des malformations chez le bébé. Donc, c'est important, cette discussion entre gynécologue et gastro-entérologue au moment de la grossesse, c'est fondamental. Alors, une des choses qui est aussi importante lorsqu'on parle de grossesse, c'est aussi l'allaitement. Donc, la plupart des médicaments qui sont sécuritaires pendant la grossesse le sont aussi pendant la phase de l'allaitement. Donc, c'est important aussi d'avoir cela en tête. Donc, les biothérapies comme l'infliximab, l'adalimumab sont considérées comme sûres. Et puis, certains médicaments comme les corticostéroïdes ou les aminosalicylés peuvent être utilisés si besoin. Donc, on essaie d'encourager les mères à allaiter comme pédiatre. C'est vraiment un message
qu'on véhicule, donc une maman qui a une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse, l'allaitement a de nombreux bénéfices pour la santé de l'enfant et ce n'est pas un acte qui va influencer la poussée de la maladie. Alors, une des questions qui s'était posée il y a quelques années, c'était est-ce que le fait de donner des traitements biologiques à une femme enceinte, surtout au 3e trimestre, peut nuire à la santé du bébé par une modulation du système immunitaire, parce que c'est bien admis que ce sont des médicaments qui diminuent un peu le système immunitaire, il y a un peu plus d'infections, notamment les infections virales. Donc la question c'était est-ce que le passage à travers le placenta peut nuire? Donc c'est sûr que déjà les maladies inflammatoires peuvent chez les bébés chez une mère qui a une maladie inflammatoire, il y a un risque plus élevé de développer une maladie inflammatoire, donc à peu près 10 à 15% par rapport aux enfants dont les parents n'ont pas une maladie inflammatoire. Tout ça passe évidemment par le microbiome intestinal et comme on vient de le voir, l'alimentation par le lait maternel est bénéfique pour le microbiome intestinal. Donc la question autour des anti-TNF, donc c'est ce passage à travers le placenta et donc une possibilité de diminuer l'immunité de l'enfant. Et donc, ça faisait qu'on contre-indique les vaccins vivants jusqu'à après 6 mois chez les enfants pour éviter ces risques. Sauf que certains vaccins vivants doivent être administrés tôt. Et en particulier, il y a un vaccin qu'on appelle le vaccin du rotavirus qui protège les nouveau-nés et les nourrissons des gastro-entérites virales. Et il y a une étude qui a été publiée en 2023, tout récemment. Les auteurs ont regardé le devenir chez les bébés nés de mères sous traitement biologique qui recevaient soit infliximab, soit adalimumab, soit vedolizumab, soit ustekinumab. Et ces enfants étaient exposés pendant la grossesse et les auteurs ont analysé le statut immunologique et aussi administré le vaccin comme tout enfant. Et la bonne nouvelle, c'est que c'était très sécuritaire. Pas d'effet secondaire à 7 jours, à 1 mois, à 9 mois après vaccination. Donc, ce sont des données assez encourageantes pour dire que même si la crainte initiale d'avoir des impacts sur le développement immunitaire du bébé, on a des signaux rassurants qu'on pourrait à ce moment-là protéger le bébé comme tout autre. Alors, je parlais tout à l'heure des risques de développer une maladie inflammatoire. S'il y a un papa ou une maman atteinte, le risque est élevé. Et si les deux parents sont atteints, le risque est encore plus élevé. Ce sont des données qui sont très établies actuellement. Mais la génétique seule n'explique pas pourquoi les enfants développent une maladie inflammatoire. Et donc ça va être la transition avec la deuxième partie de cette présentation, qui est les maladies inflammatoires chez l'enfant. Donc, actuellement, on sait que la génétique n'explique pas tout. Il y a d'autres facteurs. Il y a l'environnement, les facteurs autour de l'alimentation. On a fait une conférence à ce sujet que vous aurez peut-être dans le chat sur les facteurs de risques environnementaux. C'était toujours avec Ron Colite. Et vous pourrez, sur cette conférence, retrouver un peu tout ce qu'on avait discuté. Et on vient de publier récemment un élément important qui est le tabagisme passif, qui explique aussi pourquoi certains enfants développent une maladie inflammatoire, qui est en partie médiée par le tabagisme actif de l'enfant lui-même lorsqu'il devient adulte. Mais il y a d'autres éléments comme l'exposition aux antibiotiques, comme l'alimentation dans les premières années de vie, qui vont modifier le microbiome intestinal. Donc, en tant que pédiatre, soigner les patients avec maladie de Crohn ou colite ulcéreuse, c'est vraiment un quotidien parce qu'on en voit énormément. Au CHU Sainte-Justine, où je travaille, c'est 150 à 160 cas chaque année de maladies inflammatoires. La majorité de ces cas, ce sont des maladies de Crohn, plus que des colites ulcéreuses. Et il y a des enjeux autour de cette maladie chez les enfants, en particulier la question du diagnostic. Donc, les retards de croissance sont souvent un élément clinique présent en pédiatrie, pas chez l'adulte. Les symptômes atypiques sont aussi présents. Il y a d'autres enjeux, notamment des impacts psychologiques. Tout à l'heure, Jessica en a parlé, sur notamment tout ce qui est image corporelle, la vie sociale avec d'autres adolescents du même âge. Et ce sont des enjeux dont on va reparler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les enfants? Les enfants avec maladie de Crohn ou colite ulcéreuse
peuvent manifester un retard de croissance, un retard pubertaire, avant même l'apparition des symptômes classiques, douleur au ventre, diarrhée, du sang dans les selles. Souvent, on peut voir déjà un petit ralentissement de la croissance. Donc, pourquoi il y a cette atteinte de la croissance? C'est en lien avec l'inflammation. Donc, l'inflammation chronique, qui est ce phénomène qui impacte le corps, qui donne au corps de travail d'utilisation des nutriments pour lutter contre l'inflammation. Donc, cette inflammation chronique et aussi la malnutrition parfois associée vont affecter le développement statural au niveau de la taille et du poids. Donc, c'est un outil qu'on utilise en pédiatrie, la courbe de croissance, pour suivre comment les enfants vont reprendre une croissance au fil du temps. Il y a la question de la santé osseuse. Les enfants avec maladies inflammatoires ont un risque aussi important d'ostéopénie, c'est-à-dire les os qui sont fragiles, donc un risque de fracture important. Et il y a des questions notamment de minimiser l'exposition à des médicaments qui vont aggraver cette ostéopénie, notamment les cortisones, la cortisone, les corticoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pédiatrie pour le diagnostic des maladies inflammatoires? Il y a les données cliniques. On utilise effectivement l'examen clinique, l'interrogatoire. Et une des choses qui est importante, c'est aussi de pouvoir aider les jeunes à communiquer sur leurs symptômes. On a eu comme ça à plusieurs reprises des adolescents qui avaient des rectorragies, du sang dans les selles, mais qui ne regardaient pas leurs selles. Et ça a duré plusieurs semaines. Et ce n'est qu'après que la fatigue s'installe, l'anémie qui s'installe, qu'ils consultent et on se rend compte qu'il y avait une maladie qui aurait pu être diagnostiquée 6 mois, 1 an plus tôt. La même chose pour les atteintes périnéales. Parfois, la pudeur empêche ces adolescents, ces enfants de dire qu'ils ont mal au moment de l'essuyage ou bien qu'ils ont des inconforts. Donc, c'est un des enjeux de la pédiatrie aussi, de pouvoir donner aux enfants la possibilité d'exprimer leurs symptômes et surtout qu'ils se sentent confortables de le faire. Ensuite, les tests qui existent permettent de nous orienter vers le diagnostic, éliminer des diagnostics différentiels. On utilise des prises de sang, des marqueurs inflammatoires. La calprotectine fécale, depuis quelques années, est un marqueur très intéressant. Et l'endoscopie qui sert à confirmer le diagnostic et qui est aussi un élément qu'on peut utiliser pour le suivi. Mais les marqueurs non invasifs comme la calprotectine sont souvent intéressants. Là aussi, l'enjeu, c'est que certains jeunes ne veulent pas faire ces tests-là parce qu'ils sont un peu gênés d'utiliser, de manipuler leurs selles. En pédiatrie, on essaie d'éviter aussi des choses invasives, comme par exemple le fait de privilégier l'échographie et l'IRM au scanner en raison de moindre radiation, moins d'irradiation pour le corps. Donc, ça, ce sont des enjeux au niveau du diagnostic, au niveau du suivi. Et puis, il y a des enjeux au niveau du traitement. Là encore, privilégier des traitements qui vont permettre aux enfants d'avoir une bonne croissance, de rattraper leur croissance et d'éviter les complications. Donc, la nutrition entérale est préférée souvent à la corticothérapie, mais il y a des enjeux d'observance. Ce n'est pas facile dans certains traitements de nutrition entérale de boire que du lait spécifique pendant 2 mois et parfois il y a des jeunes qui n'y arrivent pas. Les traitements autres comme les immunomodulateurs ou les traitements biologiques ont aussi une place de plus en plus marquée parce qu'auparavant, on avait une approche qui était une approche, on commence avec la nutrition, on augmente avec les immunomodulateurs, on augmente avec les biologiques. Mais à l'heure actuelle, on est avec une approche où la sévérité de la maladie va guider l'agressivité du traitement. Donc, on va avoir, par exemple, des patients qui d'emblée vont commencer sous traitement biologique. Dans notre cohorte à Sainte-Justine, par exemple, sur les dernières années, on est à 60% ou 70% qui sont exposés à un traitement biologique dans les 3 mois après le diagnostic. Donc, c'est des traitements qui permettent de gagner en confort, en qualité de vie et d'éviter un retard parce que lorsqu'on est un adolescent de 16 ans, on n'a pas beaucoup de temps derrière pour permettre de rattraper la croissance. Donc, il faut aller assez vite. Donc, ce sont des médicaments très efficaces. Alors, l'impact psychosocial des maladies inflammatoires chez l'enfant est manifeste. Donc, il y a la question
d'isolement social. Donc, les symptômes peuvent être imprévisibles avec des hospitalisations fréquentes. Donc, souvent, les adolescents qui ont des perfusions tous les mois, donc c'est quand même une demi-journée de manque d'école. Et si à côté de ça, il y a aussi des poussées de la maladie, des hospitalisations, ça fait là aussi des problématiques autour de l'absentéisme, l'isolement. Donc, l'anxiété et le stress, donc une maladie chronique imprévisible qui peut générer de l'anxiété et le stress. Et on le voit d'ailleurs même chez certains patients qui sont en rémission, à peu près 30% ont un côlon irritable associé. Et donc, il y a ce deuxième cerveau dont on parle souvent qui intervient et qui peut aussi affecter de façon importante la qualité de vie. Donc, les problèmes autour de l'absentéisme vont entraîner chez certains patients des difficultés scolaires, la question de fatigue chronique et des douleurs qui vont affecter aussi la concentration et les performances académiques. D'où l'importance de pouvoir écouter les jeunes, écouter les adolescents, les accompagner avec un suivi. Donc, le suivi médical est important. Le suivi psychologique, idéalement, devrait être accessible à tous, mais il y a des enjeux autour de l'accès à des psychologues et c'est important parfois de pouvoir utiliser des stratégies. Parfois, ça peut être des groupes de soutien. Le fait, par exemple, d'appartenir à des organisations comme Chronically, souvent, lorsqu'ils font des événements, il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi et qui se sentent moins isolés. Et puis après, dans certaines situations, on peut avoir des aménagements scolaires. Mais la pédiatrie, c'est vraiment aussi la place des parents et leur rôle comme soutien. Et ça, Jessica l'a aussi mentionné, le fait que lorsqu'on est dans la partie pédiatrique, les parents, surtout lorsque le diagnostic est jeune, les enfants qu'on a dans notre hôpital, à peu près 25% ont moins de 10 ans au moment du diagnostic et à peu près 5% ont moins de 6 ans. Donc, ça représente quand même une grande proportion d'enfants pour lesquels sont les parents qui sont les acteurs des soins pour administrer les traitements, vérifier les rendez-vous, organiser les prises de sang, encourager les jeunes à faire leur prélèvement de sel, par exemple. Donc, les parents vont avoir aussi un rôle important sur le soutien nutritionnel, parce que là aussi, on a beaucoup d'enjeux autour de la qualité de l'alimentation. Et même si certains régimes alimentaires sont bénéfiques comme traitement exclusif de la maladie, ceux qui sont sous traitement biologique ou autre doivent quand même avoir une alimentation saine. Et on encourage les parents à pouvoir donner à ces jeunes-là une bonne alimentation. Donc, c'est un enjeu important, le rôle des parents. Et lorsque l'enfant grandit, il devient adolescent et puis il se détache peu à peu. Et on a des enjeux et des défis spécifiques comme l'image corporelle. Si on cite des traitements comme la corticothérapie, ce sont des médicaments qui peuvent entraîner des changements physiques avec notamment prise de poids, acné, vergetures, qui peuvent être difficiles à accepter pendant l'adolescence. Il peut y avoir des enjeux autour des cicatrices chirurgicales, même si de moins en moins on a des grandes balafres, des grandes cicatrices. Actuellement, les chirurgies se font souvent par laparoscopie. Donc, c'est un peu moins important comme cicatrice, mais il y a aussi la présence de stomies qui peuvent affecter l'image de soi à un âge où l'apparence est cruciale et où les enfants entre eux sont pas toujours gentils parfois. Donc, accompagner l'adolescent dans la gestion de cette image corporelle, c'est un de nos objectifs aussi. L'autre défi de l'adolescence, c'est l'observance thérapeutique. Donc, c'est une période où il y a une remise en question de l'autorité, un désir d'indépendance qui peut se traduire par une adhésion fluctuante au traitement. Et ça, c'est encore plus important pour les traitements qui se font par la bouche. Souvent, on leur demande aux adolescents combien de fois tu as oublié ce mois-ci de prendre ton traitement. C'est quelque chose qui est quasiment tous les adolescents oublient au moins une ou deux fois, mais il y a un certain groupe qui oublie beaucoup plus. Et certains, même les traitements biologiques. J'ai eu encore, il y a quelques semaines, un adolescent qui avait, de par la maladie bien contrôlée, décidé de son plein gré d'arrêter son traitement et s'est présenté en consultation quasiment un an après parce que les symptômes étaient revenus de façon plus forte. Et c'est un enjeu qu'on essaie de plus en plus de leur dire dès le diagnostic. On part sur des traitements de longue durée. On a une date de début de traitement, mais on n'a pas
encore de date de fin. En tout cas, en pédiatrie, on n'arrête jamais jusqu'à 18 ans. Chez l'adulte, on verra tout à l'heure, il y a certains essais cliniques qui ont été faits pour essayer, quand la maladie est contrôlée, d'arrêter et puis ça a rechuté dans un certain pourcentage. Mais en pédiatrie, c'est vraiment un traitement qu'on donne tout le long. L'autre enjeu et défi, c'est les comportements à risque. L'adolescence, c'est aussi l'appartenance à un groupe qui peut conduire à des comportements inappropriés comme la consommation d'alcool ou le tabac, le vapotage, le marijuana, le cannabis, qui sont des choses qui peuvent être néfastes dans le contexte des maladies inflammatoires. On sait par exemple que le tabac, c'est bien admis que c'est un facteur majeur d'aggravation de la maladie de Crohn, non seulement d'être un facteur de survenue, mais c'est aussi un facteur d'évolutivité. Donc, on essaie de préparer les jeunes autour de ça, on les encourage, on les aide pour l'observance de leur traitement, parce qu'on peut disposer de médicaments qui marchent bien, mais il faut aussi qu'ils puissent être administrés. Pour améliorer l'observance, on va travailler sur l'éducation thérapeutique, les outils numériques, on va aider avec les pairs aidants, et puis la communication adaptée, les échanges directs entre médecins et adolescents. C'est aussi pour cette raison que, par exemple, on est présent sur les médias sociaux parce qu'on veut comprendre les besoins des adolescents pour trouver les mots justes pour leur parler et pouvoir les convaincre de la nécessité de prendre leurs médicaments qui parfois peut être contraignant, surtout quand on va bien. Et d'ailleurs, on l'a démontré dernièrement en mettant sur pied une application numérique pour le suivi de la maladie. Souvent, lorsque la maladie est bien contrôlée, ils n'ont pas envie de penser à ça, ils veulent penser à autre chose. Et donc, c'est vraiment des moments où il faut insister. Parce que ce cheminement, le parcours de vie va les conduire à un moment donné à l'éloignement du rôle parental et la transition vers la vie adulte. Et cette transition des soins, on les prépare très tôt, autour de 14-16 ans, la première phase préparatoire. On évalue les connaissances sur la maladie, on débute l'éducation à l'autonomie. Souvent, je leur dis en consultation, bon, je vais te parler de ta maladie, je vais énoncer comment ça s'est passé, quels examens on a fait, et tu vas retenir. Et puis la prochaine fois, c'est toi qui vas me parler de ça. Donc, je leur demande un peu de me raconter l'histoire de leur maladie, les symptômes, quels examens, etc. Donc, cette phase préparatoire est super importante. Et la phase de transition active, c'est celle autour de 16-18 ans. On commence à leur apprendre comment le système de santé fonctionne, comment on va pouvoir les transférer vers où, avec qui. Et finalement, le transfert qui se termine à 18 ans, mais cette phase de transfert qui est effectivement avec l'arrivée dans le bureau médical, malheureusement, il y a des cas où on n'arrive pas à 18 ans pile parce que soit la maladie est active, soit le temps d'avoir un rendez-vous adulte, il se retrouve encore à 19 ans en pédiatrie et parfois à 20 ans. Donc, le passage complet aux adultes est un élément important où l'autonomie complète est encouragée. Souvent, les parents peuvent accompagner lors de la première visite, mais on essaie aussi d'encourager ce détachement pour laisser justement le jeune adulte de faire son cheminement. Donc, il y a des outils qui existent pour cette transition. Il y a par exemple des passeports médicaux qui recensent l'historique complet du patient. Il y a des questionnaires d'évaluation de l'autonomie qui permettent d'identifier les points à renforcer. Il y a des ateliers qui peuvent être faits, des ateliers d'éducation thérapeutique. Au Québec, par exemple, il y a quelques années le TRAC qui mettait sur pied des ateliers qui réunissaient les jeunes et les professionnels de santé et puis parler de cette transition. Donc, il y a des travaux en cours pour mettre sur pied d'autres moyens, à Sainte-Justine notamment, pour faciliter la transition. C'est vraiment un parcours de soins et tous les jeunes ne sont pas logés à la même enseigne. Un jeune qui est diagnostiqué, par exemple, à 16 ans ou à 17 ans n'aura pas la même expérience autour de la maladie qu'un jeune qui a été diagnostiqué à 8, 9 ou 10 ans. Donc, les consultations au moment du diagnostic, donc le médecin de famille va nous envoyer le patient. Après, on va rencontrer le patient, on va faire les examens, annoncer le diagnostic, mettre en place le traitement et faire des visites de suivi. Et puis, parfois, chez certains patients, il y a des rechutes. Et donc, le patient, après la rechute, va revenir de nouveau avec des examens, des endoscopies et puis des ajustements thérapeutiques.
Et c'est quelque chose qu'on fait très attention parce qu'on veut vraiment contrôler la maladie au maximum. Et ça a été démontré, par exemple, dans une étude qu'on a faite où on a montré que les patients, après le diagnostic, une grande proportion mettait jusqu'à 80 jours pour atteindre une rémission complète. Donc, ça veut dire que la maladie, même si elle s'améliorait, il y avait un certain délai de latence qui était observé. Et la maladie étant sous contrôle, étant en rémission, il y a quand même une certaine proportion qui est avec une rechute. Et ça, c'est quelque chose qui est un autre élément pour lequel on essaie de cibler des stratégies pour améliorer l'évolution de la maladie et diminuer le risque de rechute. Quand ça se passe bien, le jeune, après équilibre, après avoir trouvé les bons traitements, il devient le jeune adulte et il y a des enjeux différents qui se présentent. Donc, on va passer dans la partie 3 où on va parler justement des maladies inflammatoires intestinales chez les adultes. On va parler des enjeux autour de la vie professionnelle, on va parler des enjeux autour des traitements avancés, les nouvelles biothérapies, des enjeux autour de risques au long cours comme chirurgie au cancer et des enjeux autour de la vie privée, intime, la sexualité, fertilité qu'on a un peu abordé tout à l'heure. Alors déjà, la première chose, c'est en tant que tel, il y a un outil qui est fondamental, que ce soit chez l'enfant ou l'adulte, c'est l'alimentation, qui est un élément important pour la prise en charge et le suivi des patients avec maladies inflammatoires. Il y a des aliments qui sont importants à éviter en période de poussée, mais la plupart du temps, les patients doivent avoir une alimentation saine, diversifiée, et éviter les aliments transformés, c'est-à-dire ceux qui contiennent des émulsifiants, des conservateurs. Et puis, lorsque la maladie est bien contrôlée, on peut réintroduire les fibres et identifier ceux qui sont des déclencheurs de la maladie. Alors, il y a de nombreux régimes qui ont été mis en place. Il y a certains régimes qui sont efficaces, plus que d'autres, qui ont été démontrés efficaces. Mais le plus important, c'est d'identifier pour chaque patient certains triggers alimentaires et ce n'est pas toujours facile. Alors, dans les stratégies de traitement des maladies inflammatoires, l'évaluation initiale, tout comme chez l'enfant, repose sur l'endoscopie. On fait une coloscopie, une gastroscopie. C'est une évaluation qui va permettre de déterminer la sévérité et l'étendue de la maladie. Et l'autre stratégie importante, c'est d'avoir des objectifs clairs. Par exemple, la rémission clinique ne suffit plus. On essaie de viser une rémission clinique et endoscopique. Donc, la cible de traitement va jusqu'à atteindre une rémission endoscopique car ça a été démontré comme étant associé à moins de risques de rechute. D'où les surveillances rapprochées, répétées, qui sont des surveillances cliniques, biologiques et parfois endoscopiques. Donc, l'approche qu'on appelle treat to target, donc optimiser le traitement selon la réponse, est vraiment une approche qui est fondamentale. Alors, les patients avec maladies inflammatoires vont avoir cette approche avec des traitements de première ligne qui peuvent être utilisés dans les formes légères à modérées comme les 5 ASA, aminosalicylés, les corticoïdes qui sont utilisés pour contrôler l'inflammation en cas de poussée, les immunomodulateurs et les traitements biologiques et les petites molécules qui sont des traitements qu'on a vus précédemment qui sont beaucoup plus récents. Alors, à côté de ça, il faut quand même aussi penser aux carences parce que très souvent, au moment du diagnostic, il y a des carences en fer, on peut avoir des carences en vitamine D, des carences en vitamine B12 parfois, carences en zinc souvent. Donc, l'alimentation peut être insuffisante, d'où l'importance d'avoir des supplémentations selon le degré de la carence. Et dans cette supplémentation, il y a effectivement des formes orales et des formes injectables parfois. Donc, les patients avec maladie inflammatoire intestinale peuvent nécessiter un traitement et un traitement chirurgical. Et ce traitement chirurgical n'est pas toujours uniquement en cas d'échec de traitement médicamenteux, mais ça peut être aussi observé dans certaines formes. Par exemple, il y a des patients qui ont des iléites très courtes, très localisées, qui justifient une résection intestinale
et à ce moment-là, on enlève la partie malade. La plupart des autres traitements, c'est en cas d'échec où on va avoir, par exemple, une colectomie sur une colite ulcéreuse tellement sévère qui ne répond pas au traitement. Et on peut avoir des résections de sténose avec une partie du côlon droit et une partie de l'iléon, donc ce qu'on appelle une résection iléosécale, iléon et sécom, et une partie du côlon droit. Et on peut avoir des iléostomies qui sont mises en place. Ensuite, il y a les questions de fistules, les chirurgies périnéales qui sont aussi des éléments importants dans le parcours des soins. Et les données ont montré qu'il y a quand même une certaine amélioration. Historiquement, 70% à peu près des patients avec maladie de Crohn avaient besoin d'une chirurgie tout au long de leur vie. Maintenant, avec les traitements, on a diminué de façon significative ce pourcentage-là. Et c'est aussi ça l'importance de commencer tôt avec un traitement le plus ciblé. Ceux qui ont une stomie ont aussi des enjeux autour des soins quotidiens. Donc, vivre avec une stomie nécessite d'apprendre les soins avec l'aide de stomathérapeutes, la technique de changement de poche. Les produits actuels sont quand même discrets. Il y a l'image corporelle aussi qui peut être un enjeu. Accepter la stomie, un processus qui prend du temps. Les groupes de parole, l'échange avec d'autres personnes stomisées facilitent cette adaptation. Il y a la vie intime, donc le fait d'avoir aussi cette stomie, la communication ouverte avec le partenaire et ne pas hésiter aussi à avoir une consultation vers des experts sexologues, par exemple. Alors, les patients avec maladie inflammatoire ont aussi dans leur parcours de vie des enjeux autour des manifestations extra-intestinales. Et c'est un point crucial parce que ça touche quand même un pourcentage élevé. Si on prend par exemple la question des manifestations articulaires, 15 à 20% des patients peuvent avoir une atteinte articulaire, soit des articulations comme les genoux, chevilles, poignets, soit la colonne vertébrale ou parfois aussi les petites articulations. Les manifestations peuvent être aussi oculaires avec des problèmes des yeux, uveites, épisclérite. On peut avoir des manifestations cutanées qui touchent la peau sous forme de ce qu'on appelle des érythèmes noueux ou bien pyoderma gangrenosum. Ce sont des plaques douloureuses qui peuvent survenir sur les pieds. Autre manifestation qui est aussi fréquente, ce sont les manifestations qui touchent le foie et les voies biliaires, comme la cholangite sclérosante primitive, qui est une inflammation et fibrose des voies biliaires qui touche 2 à 10% des patients atteints de colite ulcéreuse et qui évolue parfois indépendamment de l'activité de la maladie. Donc, ça nécessite une surveillance par résonance magnétique et par des prises de sang. Il y a aussi la question de toxicité médicamenteuse qui peut être observée, avec notamment des hépatites liées aux médicaments. On en a eu régulièrement quelques cas d'hépatites liées à certains médicaments comme les anti-TNF-alpha, d'où l'importance du suivi biologique régulier, parce qu'on prescrit ces médicaments, mais on prescrit des prises de sang pour surveiller s'il y a un risque de toxicité. Et puis, il y a d'autres complications, notamment les complications thromboemboliques qui peuvent survenir essentiellement en période de poussée de la maladie, pour lesquelles il y a une prévention. Donc, si on demande de donner des anticoagulations lors d'une poussée, c'est pour éviter ces complications-là et permettre d'éviter notamment une atteinte qui peut être à différents vaisseaux et donner des complications graves. Ensuite, l'autre chose dans la vie adulte et le parcours de soins des patients avec maladie inflammatoire, c'est la prévention du complications de cancer. Et le risque de cancer est une préoccupation des gastro-entérologues car ce cancer colorectal est beaucoup plus élevé chez les personnes avec maladie inflammatoire, un risque multiplié par 2 ou 3. Et c'est un risque qui justifie une surveillance accrue. Donc, les patients qui ont une maladie, même en rémission, vont avoir une coloscopie de surveillance au moins 8 ans après la précédente, si la maladie est complètement en rémission, et après un cycle de surveillance qui peut varier de 1, 2 jusqu'à 5 ans, selon les trouvailles de cette coloscopie de dépistage. Et il y a des stades autour du cancer qui peuvent être des polypes, comme vous voyez sur l'image, ou la
pour le coup, ce n'est pas des stades cancéreux, mais le cancer peut apparaître avec des progressions graduelles. Donc, la surveillance du cancer permet d'éviter cela. Et l'une des choses qu'on va suivre dans les années à venir, c'est est-ce que l'utilisation précoce des traitements biologiques permet de diminuer ce risque de cancer? Et ce sont des données qu'on va voir avec cette utilisation qui se fait de plus en plus. Mais malgré tout, la plupart des patients qui ont une maladie inflammatoire vont bien. Donc, en dépit de tous ces risques dont je viens de parler, vivent une vie normale, ont une activité physique normale et ont un métier qui leur convient. Mais tout ceci justifie des consultations médicales, des examens d'imagerie, des surveillances biologiques, sanguins, analyse de sel, et puis, comme je l'ai mentionné, une endoscopie de surveillance. Alors, traiter le patient dans sa globalité, c'est une autre de nos préoccupations. Parce qu'en général, ce qu'on ne veut pas en pédiatrie, c'est traiter juste l'organe. On veut vraiment traiter le patient globalement. C'est pour ça qu'on va parler de l'activité physique, on va parler du sommeil, on va parler de l'éviction des comportements à risque, alcool, tabac, etc. L'hygiène du sommeil, c'est important. La gestion du stress. Donc, bien qu'on sait de nos jours que le stress ne cause pas la maladie inflammatoire, il peut quand même exacerber les symptômes et déclencher certaines poussées. Et donc, l'importance de gérer le stress comme élément dans la prise en charge holistique de ces maladies, c'est crucial. Et comme pour les enfants, le soutien psychologique est fondamental. Donc, on sait qu'il y a des enjeux d'anxiété, de dépression beaucoup plus élevés, jusqu'à 2 fois plus que dans la population générale. Et la nature imprévisible des poussées, des rechutes, qui peut limiter les activités quotidiennes. Donc, les soins psychologiques peuvent être individuels ou là aussi des programmes collectifs. Et puis, c'est important de consulter rapidement pour éviter justement que ces troubles s'ancrent dans l'individu. Alors, chez l'adulte, il y a aussi la question de vie intime, sexualité. Les maladies inflammatoires peuvent affecter la vie intime de différentes façons. Il y a la question de fatigue chronique, les douleurs abdominales, l'urgence fécale, l'anxiété liée aux symptômes, qui peuvent, de façon un peu insidieuse, réduire le désir et la satisfaction sexuelle. Il y a aussi des traitements qui peuvent avoir des effets secondaires, notamment la corticothérapie, qui peut impacter aussi, et les douleurs pelviennes qui peuvent rendre les rapports inconfortables, surtout chez les femmes. Et chez les hommes, la question d'inflammation qui peut aussi impacter les phénomènes d'érection. Donc, la chirurgie pelvienne peut aussi être un élément qui entraîne des dysfonctionnements qui peuvent être transitoires. Donc, comment prendre en charge? Bien sûr, une communication ouverte avec le partenaire est essentielle. Et puis, les moments où les symptômes sont les moins marqués, et en parler au gastro-entérologue qui peut référer aussi à d'autres spécialistes d'organes. Les associations de patients peuvent aussi vous accompagner et c'est des enjeux qu'il ne faut pas garder pour soi. Alors, la question du travail, c'est important parce qu'on a, comme individu, on veut contribuer à la société. Donc, vivre avec une maladie inflammatoire, c'est aussi pouvoir travailler normalement. Et dans certains cas, on n'a pas besoin d'aménagement. On peut avoir besoin lorsqu'il y a des situations particulières. Dans ce contexte-là, c'est une décision qui vous est propre de parler ou pas de la maladie sur votre lieu de travail. C'est vraiment un choix personnel. Si vous décidez de le faire, concentrez-vous sur les besoins pratiques plutôt que les détails médicaux. Il y a d'ailleurs un séminaire qui sera sur ce thème le 22 octobre 2025. Donc, on vous invite à noter à vos agendas qu'il y a un séminaire autour de cette problématique maladie inflammatoire et emploi, communication, emploi. Après, il y a toute la question des absences. C'est sûr que les poussées peuvent nécessiter une absence, hospitalisation ou même les traitements. Et souvent, on va essayer au maximum de privilégier certains traitements comme les sous-cutanés par rapport aux perfusions, parce qu'un patient qui a son aiguille d'injection sous-cutanée, qui le fait soi-même, est beaucoup plus libre de sa mobilité. Et cette mobilité, ce n'est pas uniquement en lien avec le travail, mais c'est aussi la mobilité sociale. Voyager, par exemple, faire des sorties avec des amis. Donc, tout ça, c'est important aussi de pouvoir intégrer dans la décision thérapeutique. Parce qu'actuellement, on est à l'ère où on propose aux patients différentes options et on essaie de décider
quel est le mieux selon son mode de vie. Très important. Un des enjeux qui est aussi fondamental, et c'est directement en lien avec l'immunosuppression relative déclenchée par les médicaments, c'est l'enjeu de la vaccination. Et c'est important de penser à ça. Vacciner les patients pour différentes maladies. Il y a des vaccins qu'il faut éviter parce que, à cause du traitement immunosuppresseur, on ne peut pas administrer des vaccins vivants atténués. Exemple, c'est la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune. Et si vraiment on doit l'administrer, il faut attendre au moins 4 semaines avant de commencer le traitement biologique. Mais les autres vaccins sont importants, la grippe, le pneumocoque, l'hépatite B, qui sont des vaccins sûrs, même sous immunosuppresseurs. Puis le COVID-19, qui est aussi recommandé pour les patients avec les maladies inflammatoires qui sont vulnérables aux formes graves. Ensuite, s'entourer aussi de ressources utiles, c'est un élément majeur dans cette maladie chronique. Les centres sont de plus en plus spécialisés, les centres experts des maladies inflammatoires, qui vont offrir une prise en charge globale, gastro-entérologue, chirurgien, radiologue, nutritionniste, psychologue, et parfois il y a des essais cliniques, et ça c'est une des choses que la médecine adulte a un peu plus que la médecine pédiatrique en matière de traitement des maladies inflammatoires. Il y a énormément d'essais cliniques. Quand on regarde le bassin des médicaments qui est en développement, il y a beaucoup d'essais cliniques qui permettent aux patients parfois en échec de bénéficier d'autres approches thérapeutiques. Et c'est important aussi de pouvoir parler de ça à son médecin. Il y a des organismes comme Chronique Canada qui offrent des renseignements, du soutien, des services de défense des droits des patients, des ressources, énormément de ressources. Il y a des outils numériques, des balados, comme Deuxième Porte à Gauche, About IBD, Godcast, the Colitis Scope, the IBD Series for Primary Care. Donc, tous ces outils sont importants. Mais il y a aussi la prise en charge personnelle, c'est-à-dire la façon dont vous, comme individu, vous prenez en charge votre maladie. Certains vont utiliser des applications numériques, donc MyGut, application de Chronicolite Canada, qui est développé comme un outil de surveillance personnelle, mais aussi un outil de référence. Il y a des ressources spécifiques au système de santé canadien. Il y a d'autres applications, Bodyguard, GI Health, Enjoy, une application développée par une start-up québécoise qui permet de suivre les symptômes et qui a mis sur pied aussi un chatbot pour communiquer avec directement une intelligence artificielle. Donc, la maladie inflammatoire chez les adultes, c'est un enjeu important. Il y a des stratégies d'adaptation et il y a quand même un certain pourcentage d'adultes qui ont vécu toute leur vie sans maladie inflammatoire et la maladie se révèle à période chez les aînés après 65 ans. Donc, si l'on considère cette fenêtre, on estime qu'à peu près 25% des patients atteints de maladie de Crohn ou colite ulcéreuse ont à peu près 60 ans et plus. Et, fait important, 10 à 15% ont leur diagnostic après 60 ans. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble des patients avec maladie inflammatoire, il y a un certain pourcentage qui auront vécu toute leur vie sans maladie et ça va se révéler. Donc, une apparition tardive, il y a la question de polymédication, les risques osseux, les comorbidités. Donc, le défi autour du diagnostic, ça reprend un peu ce que je disais en introduction, c'est le défi autour des symptômes atypiques. Donc, les présentations cliniques sont souvent moins caractéristiques, avec parfois une prédominance des symptômes systémiques comme la fatigue ou la perte de poids. Et donc, les gastro-entérologues ont souvent une approche de diagnostic différentiel élargie pour exclure d'autres causes, les diverticulites, les colites ischémiques, les problèmes de cancer colorectal, les colites microscopiques aussi, les colites médicamenteuses, parce que ce sont des personnes qui parfois prennent des traitements, des anti-inflammatoires, d'autres médicaments qui peuvent donner des lésions intestinales. Alors, chez les aînés, les maladies inflammatoires ont aussi les enjeux autour de comorbidité, c'est-à-dire une maladie qui survient dans un contexte où il y a d'autres maladies associées. Et les autres maladies associées, ça peut être les maladies cardiovasculaires, hypertension,
insuffisance cardiaque, ça peut être des maladies métaboliques comme le diabète, l'ostéoporose, ça peut être des troubles neurocognitifs et des problèmes d'insuffisance rénale. Donc, toutes ces maladies font qu'il y a un enjeu autour de exploration pour le diagnostic, mais aussi choix de traitement. Et si on regarde la pyramide des traitements chez les aînés, on va essayer de viser une approche multidisciplinaire, cibler les médicaments qui ont le moins d'effets secondaires, axer énormément sur la prévention des infections et militer fortement pour les interactions. Donc, une vigilance importante pour éviter les interactions. Alors ici, sur ce graphique, ça donne un peu les éléments de traitement qu'on peut utiliser chez les aînés. C'est à peu près les mêmes molécules qui sont utilisables chez les personnes un peu plus jeunes, sauf qu'on va viser ceux qui ont en priorité une sécurité optimale et moins d'effets secondaires comme le vedolizumab, le secukinumab, et ensuite les anti-TNF-alpha, et éviter certains médicaments qui peuvent avoir un risque élevé. Donc, ces traitements-là sont aussi, comme dans les autres âges, à mettre en balance avec la sévérité de la maladie et l'existence d'interactions possibles. Chez le patient âgé, il y a aussi la question de chirurgie avec l'importance d'une évaluation préopératoire approfondie, notamment en raison de ses comorbidités, donc un bilan cardiaque, pulmonaire, rénal, nutritionnel, très important. Privilégier les techniques mini-invasives qui sont vraiment actuellement le standard. Donc, de nos jours, c'est vraiment les laparoscopies qu'on va privilégier aux laparotomies. Et puis, les protocoles de rééducation, réhabilitation après chirurgie, c'est important. Alors, une des choses particulières chez les adultes, en dehors des vaccins classiques qu'on va voir chez les adultes, chez la personne âgée, c'est aussi la vaccination importante contre le zona qui est recommandée pour les patients avec maladie inflammatoire de plus de 50 ans, qui peut être exacerbée de par l'immunosuppression. Le fait que le système immunitaire soit diminué avec les médicaments, on peut avoir plus de risque de zona. Alors, les comorbidités, la polypharmacie et l'accès aux soins, 3 enjeux majeurs qu'on doit prendre en compte. Les personnes âgées sont plus susceptibles de présenter 2 ou 3 autres maladies par rapport aux personnes un peu plus jeunes. La polypharmacie, un problème majeur qui va contribuer aussi à des enjeux autour de l'adhérence. Et l'accès aux soins, surtout lorsqu'on est en milieu rural, isolé. Et tous ces enjeux d'accès, c'est aussi l'autonomie, puisque la perte d'autonomie est un élément important. Donc, le maintien de l'autonomie doit être une cible. Et pour maintenir cette autonomie, c'est essayer d'évaluer les capacités fonctionnelles, adapter au domicile et mettre en place des aides qui peuvent être des aides autour du ménage, des aides de soins, des repas, assistance à distance. Donc, ce sont des enjeux importants. Et puis, tout comme chez l'enfant, le soutien social et familial est fondamental. Et c'est le rôle des aidants, les pères aidants, les proches qui jouent un rôle crucial, qui assurent un soutien, transport au rendez-vous, aide à la prise des médicaments. Il y a des travailleurs sociaux qui aident aussi, notamment tous les enjeux financiers, de facilitation d'accès au logement et d'accès au rendez-vous. Et puis, les associations et groupes de soutien comme Crohn Colites Canada. Donc, la question de fin de vie et de soins palliatifs, c'est aussi important d'en parler parce que là aussi, il y a des enjeux de désignation des personnes de confiance et puis la question de soins palliatifs qui ne veut pas forcément dire fin de vie imminente, mais qui peut être aussi quelque chose qui se discute, se prépare, oser en parler. Donc, cette conférence parlait de ce parcours de vie, donc qui est une prise en charge d'une maladie chronique pour laquelle il n'y a pas de traitement curatif à l'heure où on se parle, le 23 avril 2025, mais pour lequel la recherche s'active de façon intense pour essayer de trouver des traitements pour guérir. Mais on n'est pas encore là. Et ce qu'on fait à travers nos prises en charge, c'est améliorer ce parcours de soins de la naissance à l'adolescence, de l'adolescence à la vie adulte, de la vie adulte à la personne âgée. J'espère que cette présentation vous a apporté quelques éclairages
et je serai volontiers disposé à prendre des questions. Okay, thank you, interpreters. I'll be now talking in English. Dr. Chanshu, thank you so much for going through that very extensive information about each of the life stages and all the critical challenges that individuals face and the treatments that are approved for each of those life stages. We really appreciate you taking the time. You were talking for almost an hour, so thank you so much for taking the time for sharing this information with us. I will now share my slides again. So just give me a minute. Okay, open. Ooh. And while that is loading, we will now be sharing another poll. This is again just to see the change in the knowledge score. So I'll be launching that shortly. I'll give it a few seconds. Okay, so we're getting in some responses and okay. I will close the poll. Thank you again so much for taking part in our poll. Now we will move on to the Q&A part of our webinar. I know it's 8:20, so we will try to get to the questions as quickly as we can. And if folks do have to leave at 8:30, please feel free. I hope Dr. Chanshu can stay on a little longer. Thank you. It is being recorded, so you will have access to the webinar after today. I would also like to point out that we got a lot of comments talking about English slides. So this presentation was offered primarily in French with English audio translation, but I will look into translating the slides and then also posting those on our website. And I will also share a link with everyone present here today via email with the French slides as a PDF. So you will have access to that after this seminar. I hope that answers a lot, majority of the questions that concerns that we had around the English slides. Okay, let's move into the questions. So these are questions that were collated during the registration form, and we've selected a few to share. And I just want to reiterate that these are general questions and do not replace the advice given to you by your doctor. So starting off, Dr. Chanshu, one question we got was, as I age, nighttime bowel movements are more frequent. Is this a concern? Merci. I think I stay in French so that the translator only, what do you believe? Sure. Yeah. OK, donc la question effectivement des selles nocturnes avec l'âge. Le point crucial autour du fonctionnement digestif, c'est comme d'autres parties du corps humain, il y a des modifications avec l'âge qui se mettent en place. Et lorsqu'on parle de transit, on parle de motricité de l'intestin. C'est sûr que la motricité du côlon peut être liée à plusieurs facteurs. Il y a la maladie, bien sûr, la maladie inflammatoire qui peut impacter la motricité, mais il y a aussi la possibilité d'avoir tout ce qui concerne le deuxième cerveau, le système nerveux central, et puis toute la question des infections qui peuvent être liées aux médicaments.
Donc, lorsqu'on explore la présence de selles nocturnes, on va regarder non seulement l'activité de la maladie, mais aussi la possibilité d'avoir une infection, une cause additionnelle. Donc, c'est important devant un tableau comme ça de le souligner et en général, ça fait partie des choses qu'on demande aux patients. Impériosité à la défécation et selles nocturnes. Et dans ce contexte-là, si une maladie est active, on ajuste les traitements. Okay, thank you. The next question is, please address the use of Entocort for joint pain and inflammation in Crohn's, including long-term effects and tapering challenges. Oui, la question de l'antocorte rejoint un peu la question des corticoïdes. On sait dès à présent que les corticoïdes par la bouche, corticothérapie qu'on dit systémique, sont à éviter au maximum. L'antocorte a cette particularité qu'il a une libération uniquement dans l'intestin. Mais les données montrent que même si il est conçu pour avoir cette libération locale, au long cours, on peut avoir un passage systémique et avoir des effets notamment sur l'ostéoporose, l'hypertension. Et on parle vraiment de traitements prolongés pendant plusieurs mois, voire années. D'où la raison, si un patient a besoin de ça au long cours, c'est probablement parce qu'il y a nécessité d'optimiser son traitement. Et dans ce contexte-là, on va introduire certainement d'autres médicaments qui sont moins nocifs au long cours. L'action de ce médicament sur les os est aussi quelque chose qui a été démontré dans une étude, mais c'est des traitements qui sont aussi à éviter sur l'action osseuse au long cours parce qu'il y a des alternatives actuelles meilleures, profil, bénéfice, sécurité. Next question is, how often should one have a colonoscopy after the age of 75? Alors, ça, c'est une excellente question. La coloscopie de dépistage se fait habituellement au début de la maladie. On fait une première coloscopie. Après, si la maladie n'est pas en poussée, on fait 8 ans après. Selon les données de la première coloscopie, on va faire un suivi qui peut varier de 1 à 5 ans. Après 75 ans, la plupart du temps, si les autres coloscopies ont été normales, la fréquence peut être espacée. Mais on ne peut pas définir un seul chiffre pour dire la fréquence va être de X années, parce que ça dépend premièrement de l'activité antérieure de la maladie, du risque familial et aussi la possibilité de pouvoir offrir quelque chose aux patients si on trouve notamment des polypes ou un cancer. Donc cette balance bénéfice-risque, parce que comme toute procédure, il y a des risques et est-ce qu'on est prêt à offrir quelque chose si on trouve un polype ou un cancer? Donc, c'est des discussions qui peuvent être très individuelles. Mais la plupart du temps, la coloscopie de dépistage après cet âge-là va dépendre de ce qu'on a trouvé dans les coloscopies antérieures. The next question is, are there any studies on changes in disease activity or medication effectiveness during menopause and menopause? And we actually had multiple individuals ask us this question, so I've just consolidated into one. Thank you. Thank you. C'est une excellente question. Et j'ai fait dernièrement une petite recherche bibliographique et on est tombé sur un travail tout récent qui va d'ailleurs être présenté au congrès DDW au mois de mai. Donc, on est quasiment à quelques semaines du congrès, même pas 2 semaines du congrès. Et c'est une méta-analyse que les auteurs ont mis sur pied. Quand on parle de méta-analyse, c'est une revue de tout ce qui se fait dans la littérature pour identifier 14 études. Il y avait des études cohortes, on prend des patients, on les suit pendant plusieurs années. Des études cas témoins, on compare des patients qui ont une maladie versus qui n'en ont pas. Et puis des études transversales qui sont comme des photographies. Et dans toutes ces études-là, ils ont montré que bien que dans certaines études, la ménopause pouvait aggraver l'activité de la maladie, d'autres trouvaient plutôt l'inverse. Et les bénéfices, en mélangeant toutes les études, faisaient dire qu'on n'a pas actuellement
une évidence pour s'inquiéter au-delà du fait que les hormones, on sait, ont une influence dans cette maladie. Et ces phénomènes hormonaux, on le voit d'ailleurs au moment de la puberté, où il y a un sexe ratio différent. Nous, par exemple, en pédiatrie, on a plus d'enfants qui ont la maladie de Crohn garçons que des filles. Et chez les adultes, c'est beaucoup plus de femmes qui ont une colitis ulcéreuse que les hommes. Et ce sexe ratio-là, au moment de la ménopause, peut influencer l'activité de la maladie, mais les données actuelles ne donnent pas de signal fort d'inquiétude. Thank you. The next question is, for people over 65, do occasional mild flares while on biologics mean a treatment change is needed? Alors, je dirais pour cette question, on va même élargir parce que c'est sûr que à 60 ans, 65 ans et plus, euh, changer de traitement, c'est aussi euh, augmenter le risque d'immunosuppression si on pense utiliser des médicaments un peu plus forts. La question de poussée légère est très difficile à établir de façon globale parce que les symptômes peuvent être cliniques, les symptômes peuvent être biologiques ou les deux. Et souvent, les patients vont avoir besoin, premièrement, lorsqu'on les interroge, d'avoir une bonne soulagement de leurs symptômes cliniques. Très souvent, la biologie, ça les intéresse moins. C'est rare de voir un patient qui dit, je veux que ma CRP soit normale. Donc, une des choses qui va être faite, c'est souvent de pouvoir évaluer si c'est la maladie qui est active et si cette maladie est active de façon liée à une résistance du traitement ou c'est une maladie active parce qu'il y a une surinfection. Donc, une répétition de poussée est un signe probablement que le traitement n'est pas suffisamment efficace puisque ça nuit au bien-être et au confort. Une poussée isolée peut être due à un facteur infectieux. Souvent, les patients peuvent faire une poussée au décours d'un épisode grippal, virus, etc. Donc, le suivi rapproché est vraiment essentiel lorsqu'on a des poussées répétées parce que l'ajustement des traitements, même à cet âge-là, permet d'éviter les complications sur le long cours. We can put together two questions. So one question was, what vitamins should an elderly person with Crohn's be taking? And another question we received in the chat was, vitamin D supplements are often recommended for IBD patients in conjunction with treatment. Again, relatedly, are there any other vitamin supplements that could be offered as recommendations, such as L-glutamine? Oui, la question des vitamines, c'est important. Il y a maintenant assez de données solides pour dire que les patients avec maladies inflammatoires sont souvent carencés en vitamines. Et la vitamine D en particulier, quels que soient les âges, est une de celles qui est retrouvée de façon standard. Et la supplémentation est bénéfique et n'est pas nocive, c'est pas dangereux. On peut le prendre avec d'autres traitements. Les autres vitamines qu'on peut donner, notamment la vitamine B12 chez la personne âgée, la vitamine B9 ou parfois aussi la question de fer, sont des choses à prendre en compte parce que l'absorption à cet âge-là peut être un peu plus limitée que les plus jeunes. Donc l'alimentation peut entraîner des carences, l'absorption peut être limitée et donc d'avoir des mélanges multivitamines qui peuvent permettre de regrouper dans une capsule différentes vitamines. Ça peut être une approche de supplémentation assez bien tolérée. Thank you. The next question is, how long can someone safely stay on bimonthly Remicade infusions? Actuellement, les données montrent qu'on peut rester longtemps. Comme je l'ai mentionné, les traitements ont commencé au début des années 2000 et on est en 2025. Donc, les patients qui sont bien contrôlés sous ce traitement, on a tendance à leur dire rester dessus. Il n'y a pas de date de fin. Le point crucial, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, ça fait déjà peut-être 5 ou 6 ans, un peu plus, où ils avaient randomisé des patients à continuer le médicament ou arrêter après 5 ans de maladie silencieuse, complètement en rémission. Mais ceux qui avaient arrêté, un certain pourcentage, plus de la moitié rechuté,
et parfois la rechute était beaucoup plus sévère. Donc actuellement, l'idée, c'est de dire si on a un traitement qui est bien contrôlé, on le maintient. Par contre, on peut faire ce qu'on appelle une désescalade thérapeutique dans le contexte où on peut, si on est à tous les 4 semaines, on peut passer à toutes les 6 semaines. Si on est à toutes les 6 semaines, on peut passer à toutes les 8 semaines. Mais le maximum pour certains traitements comme l'infliximab, c'est toutes les 8 semaines. Certains patients qui sont sous traitement infliximab plus immunosuppresseur, quand ça va super bien, on peut enlever les immunosuppresseurs et garder uniquement l'infliximab. Mais la question de l'arrêt actuellement, vu que on essaie de contrôler la maladie au long cours et qu'il y a des risques de rechute, on préfère ne pas arrêter. The next question is, are there age-related differences in nutrient absorption and IBD management in the elderly? Oui, oui, oui. L'absorption des nutriments peut être un peu faible, diminuée chez les personnes âgées, mais aussi surtout les apports qui peuvent être beaucoup plus faibles en lien avec une alimentation qui n'est pas suffisamment diversifiée, qui n'apporte pas assez de nutriments. Donc les deux facteurs mélangés ensemble font que le risque de carence en nutriments, en minéraux est élevé et ça rend encore plus important ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité d'une supplémentation. The next question is, I know so someone wrote in, I know medication is key, but should one also change things like dish detergent and probiotics? I guess it's a question around the environmental aspect. Oui, oui, oui. Beaucoup de choses ont été faites pour essayer de comprendre comment on pourrait minimiser la survenue de poussées, améliorer l'évolution de la maladie. Il y a même eu des travaux autour de dentifrice, autour de tout ce qui concernait les modes de cuisson. Mais on sait qu'actuellement, par exemple, la question des détergents, la lessive, il n'y a pas de preuves suffisantes pour démontrer que ça va faire une différence, ce qu'on utilise comme détergent pour la vaisselle. Les probiotiques sont montrés comme pas efficaces pour le traitement de la maladie. C'est utilisé actuellement surtout lorsqu'il y a des diarrhées après les antibiotiques. On peut utiliser ça comme médicament, mais comme traitement des maladies de Crohn ou colite, il n'y a pas vraiment un bénéfice de le prendre au long cours. Thank you. So we only have 4 more questions, just to let you know, Dr. John Shu. The next question is, how do you manage Crohn's during university, stressful periods, or lifestyle changes? Situations where you're living away from home. Oui, c'est un point crucial. Comme on le mentionnait tout à l'heure, dans les changements de vie, la transition pédiatrie adulte, ça accompagne aussi une transition de études secondaires, études universitaires, les changements de mode de vie, les parents qui cuisinent, on se met à cuisiner tout seul, on a des conjoints, on n'a plus de conjoints, on se sépare. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent impacter la maladie. La première étape, c'est effectivement de savoir bien se connaître, donc connaître soi-même, savoir quels sont les éléments qui nous déstabilisent, donc comment pouvoir gérer la frustration, gérer le stress, c'est un élément important. Et la routine, la question de routine, établir une routine stable, même si parfois on a des routines déstabilisées. Et les traitements qui sont administrés, parce que là aussi, dans ces périodes universitaires, on peut manquer certaines perfusions parce qu'on a des examens, etc. Donc, rester assez régulier dans ces traitements. Et puis, ne pas hésiter à chercher de l'aide pour nous aider dans les défis émotionnels. Consulter, demander de l'aide, ça, c'est super important. Yeah, that makes sense. Okay, the next question is, how do you manage joint pain and other aches when NSAIDs are not an option and Tylenol is no longer effective? Oui, les douleurs articulaires, souvent associées aux maladies inflammatoires, peuvent évoluer indépendamment de la maladie digestive. Et c'est vrai que les anti-inflammatoires sont souvent utilisés comme première ligne, mais de plus en plus, on sait qu'il y a des traitements biologiques ou des traitements immunomodulateurs
qui aide à soulager les patients. Donc souvent, c'est l'alternative quand les autres traitements ne marchent plus, parce qu'il y a vraiment une action directe sur les cibles d'inflammation. D'utiliser ces molécules-là, ça aide les patients. So now I'm just going to move on to the questions that came during the meeting. So there's just three questions. The first one is, you recommended the shingles vaccine, but which other vaccines aside from childhood vaccines should be taken? Thank you. That's from Sherry. Yes, pour la vaccination, le vaccin pour le pneumocoque, c'est important. Et aussi le méningocoque, c'est un vaccin qu'on recommande aussi parce qu'il y a le risque à cause de l'immunosuppression, d'attraper ces agents infectieux. Donc, c'est les vaccins qu'on recommande aux patients avec maladie inflammatoire. The next question is, does diagnosis in children reduce pain and flare-ups in the future compared to being diagnosed as adults? Can you repeat the question? I just Sure. So actually this question was shared in French, so I'm translating it to English Okay. back to you. But the translation is, does diagnosis in children reduce pain and flares in the future compared to being diagnosed as an adult? Oh oui, la question effectivement de l'évolution de la maladie lorsqu'on est diagnostiqué tôt en période pédiatrique. Je dirais que c'est aussi la sévérité initiale, parce que souvent les maladies inflammatoires pédiatriques sont assez sévères, beaucoup plus que certains adultes. Mais lorsqu'on est diagnostiqué en âge pédiatrique, il y a beaucoup de patients qui répondent quand même au traitement et qui transitionnent étant en rémission. Un certain nombre, on va faire quand même la transition vers le monde adulte alors que la maladie reste active. On essaie d'éviter. Mais l'évolution, la plupart du temps, est quand même meilleure, en tout cas est bonne, même dans les formes sévères. Chez les adultes, l'un des enjeux, c'est aussi l'utilisation précoce des biologiques, mais les choses sont en train de changer parce qu'il y a aussi la question de cibles thérapeutiques dont on parlait là. Très target, donc d'aller atteindre les cibles et d'utiliser précocement certains médicaments peut diminuer la sévérité au fil du temps. And the last question is, can IBD pain be related to back and arm pain? Les douleurs abdominales peuvent être différentes de l'évolution même de la maladie. On peut avoir des douleurs abdominales qui sont liées à ce qu'on appelle l'intestin irritable. Et dans le contexte d'intestin irritable, les douleurs qui sont non liées à l'activité peuvent être de différents types. Il y a des douleurs qui peuvent être limitées à l'intestin, mais il y a des douleurs qui peuvent être aussi autour de l'estomac, donc tout ce qui concerne le système gastrique. Mais la plupart du temps, s'il y a des douleurs un peu plus haut, au niveau des épaules ou au niveau des mains, au niveau du dos, on va penser à autre chose, comme les atteintes articulaires dont on parlait, qui peuvent être associées à la maladie inflammatoire et évoluer indépendamment de l'activité de la maladie. Okay, thank you so much, Dr. John Chu. That concludes the Q&A section for today. I do want to extend a really heartfelt thank you to, again, Dr. John Chu and to Jessica for taking the time and for sharing your expertise and experience so that our IBD community has more information and they feel more empowered and better equipped to handle all the upcoming life stages as they go through their IBD journey. So to wrap up, again, thank you to everyone here for attending today. If you have any questions or require further support, please email us at learn@crohnsandcolitis.ca. Thank you for being patient with us today as we navigated some challenges. And hopefully in the next session, we will have all those kinks figured out. Lastly, you can also feel free to follow us on any of our platforms at Get Gutsy Canada, where we provide updates and reminders for all of our upcoming events. So that concludes the session for today. Again, have a wonderful night and thank you again for joining. Take care, everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.